suis emmené à l'hôpital, pronostic vital engagé, pour eux, je passerai pas la nuit. Tu disais un enfant de 3 ans dans le corps c'est d'un ça. adulte de 25 ans. Ouais. Tu n'as jamais fait quelque chose, ne pars pas du principe que tu n'es pas capable. Fais-la et vois où tu vas. Et parfois, on se rend compte qu'on peut aller mais tellement loin. Tu as lancé le plus gros mouvement de fitness en France, la marque dont tout le monde parle. En temps normal, on a cette pensée limitante qui pense qu'on peut faire que ça. En fait, on peut tout faire. En octobre, on est 3. Je me retrouve en janvier à faire 60 heures de coaching par semaine. Salut Max. Salut Caro. Je suis contente de te recevoir. Tu vas nous partager aujourd'hui ton histoire et surtout ton épopée parce qu'aujourd'hui, tu as lancé le plus gros mouvement de fitness en France, la marque dont tout le monde parle. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? J'ai 33 ans, je m'appelle Max. J'ai eu un grave accident de rugby à mes 25 ans qui m'a remis un peu les idées en place, on va dire. Suite à ça, j'ai repris des études dans le coaching intensif et j'ai fini, il y a 2 ans maintenant, à déployer en France une discipline dont on parle assez souvent et qui est le thème du jour, qui s'appelle Hyrox. Comment est-ce que tu définirais Hyrox pour ceux qui arrivent dans l'épisode et qui n'ont jamais entendu parler de ce mouvement? Hyrox, c'est une course de fitness. On a du fitness classique, on a de la Zumba, on a des cours des Smiths, ce qu'on veut, des cours de musculation, de la course à pied pure aussi, des marathons, des semis, mais un espèce de combiné de force, d'endurance, de course à pied, ça n'existait pas avant. Donc c'est une course qui est novatrice. Et à l'instar d'un semi, Hyrox, on veut aussi que tout le monde puisse y accéder. C'est pour ça que tous les mouvements qui composent Hyrox sont très faciles et accessibles. Et tous les sexes, c'est exactement. toutes les générations. De tout 16 ans à, on a en France le plus âgé, 72 ans. Ouais, on passera la vidéo que tu m'avais montrée. Paul de Marseille, des gens qui débutent, des gens qui s'entraînent tous les jours, mais il y a vraiment tout et c'est ça qui est cool, c'est que sur une compète, on peut retrouver vraiment tous ces profils-là. La base du sport, c'est le mélange, peu importe d'où on vienne et c'est ça qui est cool. Hyrox, c'est un standard. À Paris, c'est la même qu'à Dubaï, c'est la même qu'à New York, c'est toujours la même chose. C'est une marque. C'est une marque et une nouvelle discipline. Donc c'est à l'embranchement des deux. Le format, c'est 1 km de course, un exercice, 1 km de course, un exercice, répété 8 fois. Et chaque exercice est différent. Mais chaque compétition, ce sont les mêmes exercices et le même ordre dans lesquels ils sont réalisés. Je t'interromps 1 milliseconde pour te donner un bon plan pour te développer. Les impôts, tu les détestes et pourtant, ça pourrait être un super levier pour ton business. Sur Akazi, tu peux optimiser ta fiscalité sans te ruiner à partir d'une centaine d'euros par mois. C'est un outil clé en main qui va te faire gagner du temps, autant sur ta comptabilité que sur tes déclarations d'impôts, ton optimisation fiscale. Tu peux le connecter directement avec ta banque. Tu peux gérer tout au même endroit, au même moment. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il gère tout pour toi. Rendez-vous sur akazi.io ou clique sur le lien en commentaire. Tu m'en diras des nouvelles. Bon épisode. Alors, tu vas nous expliquer comment est-ce que tu as lancé le mouvement. On va tout apprendre de cette marque qui est très communautaire aujourd'hui. Marque, mouvement, tendance, on ne sait pas trop encore à quoi ça ressemble. C'est un peu un ovni que tu as créé ici en France, mais qui existait déjà. Donc, on va parler du système de licence. On va regarder comment est-ce que toi, tu as lancé la communauté qui est puissante. Et puis aussi, tu vas pouvoir nous parler des événements et de la logistique. Avant tout ça, je voudrais qu'on revienne un peu à ton parcours. Le sport t'a sauvé la vie. Est-ce que tu peux revenir sur tes débuts? Comment est-ce que tu es au collège, au lycée? Quel type d'enfant tu es? Quel adulte tu deviens et quel rôle joue le sport dans tout ça? Je suis un ado, même un enfant qui commence le rugby à 8 ans dans le sud, à Grasse. Ce que ma mère me raconte souvent, c'est que j'étais peut-être un peu trop agité, que évidemment quand on est jeune, les parents il est hyperactif et ci et ça. C'était pas le cas. Le pédiatre a juste dit mettez-le à faire du sport et je pense que ça va le calmer lui-même. Et en effet, ça a eu l'effet de me calmer, de focaliser. Et donc beaucoup de sport, c'est 2 à 3 disciplines sportives quand j'étais jeune. Et jamais un sport, c'est toujours 2. Donc j'ai touché à tout. J'ai grandi avec ça. Pas le meilleur étudiant, jamais le meilleur élève. Toujours la moyenne, ça passait, mais très bon dans le sport. Notamment au rugby, où je me découvre une passion qui venait de mon père et de mon grand-père. Et aussi des qualités qui me permettent d'aller toucher des hauts niveaux jeunes, de mes 15 ans à mes 20 ans. J'étais en sport-études rugby. J'ai fait des sélections en équipe de France. J'étais au Stade Français pendant 7 ans. Un an au Racing. Donc à l'époque, je rêvais d'être un jour joueur de rugby pro. Mais j'ai compris qu'à 20 ans, ça n'allait pas être le cas. Et je pense que j'ai été très honnête avec moi-même. Je n'avais pas la passion suffisante de ce sport-là pour donner autant. Parce que sportif pro, c'est énormément de sacrifices. C'est une vie sociale qui est résumée avec les gens que tu côtoies. Ou si je veux être extra-social, c'est compliqué. On est en vacances en avance, on s'entraîne tous les jours, on a un régime particulier. Enfin,
Tu dirais que dans- tu n'as dans- pas eu cette période-là de fête que les autres ont Si, eu? je l'ai eu justement. Ah, tu l'as eu. Et c'est Plus exactement tard. pour ça. Je l'ai eu, non, je l'ai eu en même temps. Ok. Et du coup, j'ai réussi à performer Ouais. de mes 15 à 17, on va dire, en ayant cette période de fête à côté. Et c'est parce que la passion n'était pas suffisante en moi Mm. que j'ai pas à un moment dit stop, j'arrête les bêtises, et je me focus à fond en rugby, j'ai des qualités pour le faire. Tous les mecs avec qui je jouais à l'époque, en jeune, aujourd'hui ils sont pros, enfin ils ont fini leur carrière, mais ils ont été pros, équipe de France. Et J'aurais en pu même être de temps- cela, j'en suis certain, Ouais. mais j'avais pas la passion nécessaire et j'avais pas envie de faire le sacrifice qu'il fallait. Ouais, et puis tu as l'air de dire aussi qu'en fait, il y a une dimension sociale dont Ouais, tu étais exclu. Et c'est marrant parce que tu l'as reconstruit avec l'Irox, en fait, qui c'est- aujourd'hui est limite un club. tout à fait, c'est le cas. Je passe mes années, j'ai jusqu'à 20 ans, je joue au rugby de façon amateur derrière, parce qu'en effet, cette communauté, ce lien social était hyper important. Donc j'ai continué des études, tout en gardant ce lien social. Mais pour moi, à l'époque, il fallait bien comprendre que quand tu as 20 ans, on te dit, soit t'es pro, soit tu fais des études. Mais travailler dans le sport, C'est pas une option. c'est pas une option. Personne m'a mis au courant qu'on pouvait peut-être faire une carrière dans le sport en tant que Mhm. pro du sport sans être sportif pro. Et c'est qu'après, durant le Covid, que j'ai commencé à prendre conscience que coach sportif, c'est peut-être un métier qui peut me convenir. Et ça s'est confirmé après. À quel moment arrive ton accident alors dans tout ça? J'ai mon accident, je jouais encore en rugby amateur à l'époque et j'avais 25 ans. Ok. En 2017. L'accident, c'est que je prends un coup de genou à la tête, hémorragie interne. Donc j'ai le sang qui s'est mis à couler dans le cerveau. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le sang coule. Je prends un coup à la cuisse, j'ai un bleu, c'est un hématome, c'est du sang qui coule dans la cuisse. Ben, l'hématome, c'était dans ma tête. Sauf que la tête est une cavité qui est fermée. Donc à un moment, quand il y a trop de sang, il y a plus la place, et c'est là que je suis tombé. J'ai continué à jouer, j'ai pris mon coup, mais je joue encore. Et sauf qu'au bout d'une demi-heure, il n'y a plus de place dans le cerveau, et c'est là où ça a été un peu plus compliqué. Je suis emmené à l'hôpital, pronostic vital engagé, pour eux, je passerai pas la nuit. Et donc, Ta famille doit être dans un état. le pire, c'est moi, je suis dans le limite, je suis dans le coma, donc je vois pas ça. Mais la famille, les amis, à qui on annonce pronostic vital engagé, il passera pas la nuit, il faut venir ici maintenant, bah eux, c'est compliqué. C'est plus compliqué à mon sens, ce que eux ont vécu que ce que moi j'ai vécu. Moi, je suis là, j'ai pas le choix. T'as aucun souvenir, t'as pas des bribes, des lumières, t'as pas un détachement de corps, En fait, t'as rien. non, en fait, je lâche prise. En fait, quand je prends mon coup et que je tombe sur le terrain, je suis conscient. Je suis plus capable de parler ni de bouger. Je suis conscient, je vois ce qui se passe. Donc ça, je m'en souviens. T'as Le moment- continué à jouer, du coup, Non, tu te souviens de cette J'ai joué, Ouais. j'ai pris le coup, j'ai joué, mais à un moment, il n'y avait plus de place et là, la pression était trop forte, je m'écroule sur le terrain. Donc, je suis emmené sur le bord du terrain. Là, je pouvais plus parler, plus marcher. Et le temps que les pompiers arrivent et que les pompiers me diagnostiquent, que les pompiers m'amènent à l'hôpital, tout ça, je suis conscient. Je passe les portes du bloc, j'ai plus rien. Pendant 24 heures où je me réveille le lendemain. Mais c'est marrant parce que vraiment, c'est comme si je m'étais battu pendant tout le temps où j'étais pas encore en sécurité totalement. Dès que je passe ces portes de bloc, plus le son, plus l'image. Et donc tout ce qui s'est passé pendant la nuit, j'ai aucun souvenir. Je sais qu'ils m'ont mis un drain pour évacuer la pression. Si ce tuyau ne fonctionnait pas, et il n'avait pas l'air de fonctionner comme il fallait au départ, donc c'est question de m'ouvrir le cerveau en deux pour enlever la pression. J'ai eu de la chance, je l'ai pas eu, parce que les séquelles auraient pu être beaucoup plus graves. Ils m'ont mis un terrain, ça a commencé à s'évacuer, observation, et le lundi soir, je me réveille, et voilà, je me réveille. Toujours en état critique, mais à l'hôpital, je suis conscient, je peux pas parler, pas marcher, je peux rien faire. Je suis alité, donc vraiment un nouveau-né. Tu disais un enfant de 3 ans dans Ouais, le c'est corps ça. d'un adulte de 25 ans. Ouais. Là, je prends conscience que... Alors, je prends pas conscience tout de suite. C'est marrant parce que le samedi qui arrivait, j'avais mon anniversaire qui était organisé avec une pote. Fallait pas louper la fête. Clairement, c'était mon... Non, mais j'avais déjà pris une commotion cérébrale 1 an avant sur le terrain. Ok. À chaque Ouais. fois, tu disais, mon anniversaire arrive, il faut Non, que je fasse quelque non, chose mais en grave. grand. Non, mais en fait, c'est que la commotion que j'ai pris 1 an avant, elle m'a éteint sur le terrain. Donc, j'ai pris une commotion, je me suis éteint et j'ai été sorti du terrain. Mais 3 semaines après des protocoles, je reprenais le rugby. J'avais aucune séquelle liée à ça. Là, pour moi, j'avais pris un coup, peut-être un peu plus grave, Ouais. mais ça allait revenir très vite. Et je me rappelle, à l'hôpital, le lundi, donc là, on entend que j'ai du mal quand je parle encore, j'ai encore des séquelles, mais à l'époque, c'est genre, je pouvais pas parler. Mon père déchiffrait seulement ce que je disais,
je sais pas comment, le lien paternel qui était là. L'infirmière, je lui dis, mais à quel moment je sors? Parce que ce week-end, moi, j'ai mon anniversaire à organiser, on a qu'une pote. Non, mais vraiment, j'ai réalisé, en la regardant, genre, elle a bugué. Elle savait pas quoi dire. Elle dit, mais il se rend pas compte de ce qui lui est arrivé ou pas? Ouais. J'ai commencé à prendre conscience que j'allais pas forcément revenir tout de suite. Ça prenait un peu de temps. Tu restes combien de temps, du coup, dans un état un peu de choc, finalement, traumatique à l'hôpital? Ça dure combien de Je temps? reste 1 mois allongé à l'hôpital. OK. 1 mois. Et 1 mois où je pensais pas avoir autant d'amis, mais je crois que j'ai fait des visites tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'habitude, les gens disent le contraire. Ah non, mais là, c'était fou, hein. J'ai eu du monde partout. T'étais la star. Non, mais vraiment, c'est là, les infirmières devaient ralentir. Il y a trop de monde qui vient, il faut qu'ils se reposent. Mais vraiment. Et mes parents, ils devenaient fous. Ils disaient, non, mais un mélange de je peux pas dire non parce que c'est trop sympa qu'ils se déplacent, qu'ils viennent ici. Et en même temps, donc 1 mois à l'hôpital, alité totale, et on se rend pas compte. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, ce qu'on fait, être assis, prendre mon vélo pour venir, boire un café, se faire une tasse, ça paraît naturel à nos âges, mais en fait, on l'a appris à un moment donné. Et sauf que moi, j'ai dû le réapprendre à 25 ans. Donc, j'ai dû réapprendre à m'asseoir. Je ne pouvais pas m'asseoir. Allongé, il a fallu que je m'assoie. T'es pas gêné quand tous tes potes viennent te voir, d'être dans cette situation de vulnérabilité où en fait tu peux à peine parler, t'as pas la crainte du jugement? J'ai mal perçu ce regard. C'est ce regard qui me fait partir de Paris après ça. Ce regard de, tes potes te voient dans un lit d'hôpital, toi t'es là, tu peux pas trop parler, mais tu vois les gens, et tu vois ce regard. Et tu les vois qu'en fait, ils sont, pas envie de dire pitié, mais c'est juste une espèce de tendresse, bienveillance, qui peut être très bien perçue, mais moi, ça me renvoyait l'image que je renvoyais aux gens, tu vois. Et j'avais pas envie d'être faible, j'avais pas envie d'être un légume. Voilà, je l'étais, mais dans ma tête, j'avais qu'une envie, c'est sortir. Et du coup, ce regard-là m'a nourri et m'a permis de me rebeller quelque part en moi, de me battre. Et j'avais qu'une envie, du coup, c'était avancer. En fait, il y a une chose qui m'a sauvé en grande partie, c'est que 1 an avant, j'ai un très bon pote à moi du rugby qui décède sur un terrain de rugby. Histoire très triste et compliquée, mais dans le sens où il a 24 ans, il a rien demandé, il décède, il a 0 chance. C'est comme ça. Moi, j'ai 25 ans, 1 an après, je suis à 2 doigts d'y passer, mais je n'y passe pas. Donc, c'est-à-dire que la vie, elle m'a donné une chance que lui n'a pas eu et que d'autres n'ont pas eu. Et donc, je dis, bon, trop bien, ok, ces chances-là, j'aurais pu pas l'avoir. Donc, tout ce que je vis à partir de maintenant, c'est que du plus. J'aurais pu m'arrêter à 25 ans. Mais non. Ok, donc maintenant, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que t'as changé alors? Qu'est-ce que t'as arrêté de faire et qu'est-ce que t'as commencé à faire? Je me dis plus, je vais le faire, c'est je le fais. Simplement. Ok. Il y a un truc que je veux faire, je le fais. T'essayes de vivre sans peur? Sans peur. Ouais. Je suis pas tempérament craintif de base. Mais je suis pas tête brûlée non plus. Je n'ai pas de limite, mais je sais ne pas aller trop loin. Je vais toujours faire des choses que je peux maîtriser. Mais sauf que dans ce spectre de tout maîtriser, en temps normal, on a cette pensée limitante qui pense qu'on peut faire que ça. En fait, on peut tout faire. Le spectre est bien plus large. C'est toi qui décides jusqu'où tu vas et jusqu'où tu peux aller en sécurité. Mais entre ce que tu avais comme pensée, je m'arrête là, et ce que tu peux faire, il y a un monde. Donc du coup, maintenant, aujourd'hui, je fais tout ce qui me plaît à fond, dans le respect, la bienveillance des gens. J'essaie d'évoluer de façon la plus positive possible. Il y a un livre qui a changé drastiquement les choses, que beaucoup connaissent, c'est Miracle Morning. Je me suis identifié à ce personnage. Il avait un accident, il a mis des choses en place pour essayer de s'en sortir, de reprendre sa vie en main, tout ça. C'est exactement la phase dans laquelle j'étais. Et tu te sens miraculé en plus, toi. Exactement, j'étais exactement comme lui. Et du coup, tu prends conscience que une journée, on t'impose des horaires à ton travail ou ailleurs, à ton sport, tu peux pas tout choisir. En revanche, ce que tu peux choisir, c'est ce qui se passe avant. Si ta journée commence à 7h ou 8h avec ton sport ou ton boulot, t'es pas censé aller au boulot ou au sport en n'ayant rien fait avant. Et du coup, tu prends conscience qu'en fait, ce temps que tu t'accordes le matin, c'est le temps que tu pourras pas t'accorder forcément la journée, parce que la journée, tu maîtrises plus beaucoup de choses quand ça commence à démarrer. S'il y a des mecs, par exemple, tu as des rendez-vous qui arrivent en retard, tu vois, qui devaient arriver à 10h45, qui arrivent vers 11h. C'est pas bien, ça. Ça, faut les rayer de la liste des gens qui font ça. Non, mais tu vois, tu maîtrises plus tout. Le seul moment que tu peux vraiment maîtriser, c'est le matin. Et ça peut être le soir aussi. En fait, c'est une histoire de chronotype. Exactement. Non ? Toi, t'es chronotype du matin. Toujours. J'ai été comme ça, je me rappelle, me lever très tôt le dimanche matin quand j'étais jeune, parce qu'il y a du catch à l'époque sur Canal, et j'adore le matin. Ouais. Parce que le matin, c'est calme. Enfin,
Le soir aussi, hein, très tard. Ouais. Mais le matin, c'est calme et c'est endormi, tu vois? Et il se passe rien. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que quand je me lève, je suis tout seul. Et je vois le soleil se lever. Il y a pas la pression sociale Il y a rien. que tu sens. Mon téléphone est éteint, il y a pas de WhatsApp, pas de Instagram, rien. Il y a que moi et ma full focus sur ce que j'ai à faire. Et ça, c'est ouf. Et après, ma journée elle démarre. Moi, je coach encore le matin à 7h et à 8h. Ben, à 7h, moi, je suis debout de 3h. J'ai déjà fait mes trucs. Ouais, tu vois? C'est quoi ta routine d'influenceur? Alors, c'est pas influenceur parce que les gens, à part mes amis, personne ne le sait, ça. T'es devenu un influenceur, Max, Je quand même. n'influence personne. Bah si. J'essaye. Il y a combien de personnes qui t'ont suivi dans l'aventure Aerox aujourd'hui? On parle de quoi? Dans l'aventure ou dans... Ouais, mais aujourd'hui, t'es le visage de Aerox France. Oui, quand même. oui. Non, mais je vois pas comme ça du tout. Je vais pas forcer, je vais pas raconter ce que je fais pour que les gens adhèrent. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt l'influence par l'exemple. J'ai toujours été attiré par les mecs qui, de par ce qu'ils font, t'as juste envie, c'est de les suivre, en fait. Parce que ce qu'ils font, c'est cool. Et tu vois qu'ils sont sympas, tu vois qu'ils sont cool, tu vois qu'ils sont en pleine forme. Inclusif. Ouais. Et c'est un peu ça, mon rôle et ma mission depuis que je suis devenu coach. Les gars, je m'entraîne tous les jours. Je prends soin de moi. Je me lève. J'arrive à vous donner l'énergie. J'organise les week-ends. Je vais au restaurant. Ça m'arrive de picoler. Ça m'arrive de faire des extras. Je suis pas Donc tu le bois de sportif. l'alcool, tu peux fumer. Je peux tout faire. Ok. Et je le fais. Tu fais attention à ton sommeil quand même en tant qu'athlète. Mais quand on se lève tôt et qu'on a beaucoup de travail comme Ouais. on peut avoir maintenant, parce que j'ai 2 métiers, je suis coach le matin et j'ai Aerox qui me prend beaucoup de temps. Si j'arrive à me coucher à 22h, c'est très bien, ça fait un 22,5 qui est cool. Donc je fais gaffe, mais et ça c'est un conseil que je veux donner pour tout le monde, c'est qu'il faut être flexible. J'ai été rigoureux et discipliné et trop rigoureux, c'est je me lève à 5h quoi qu'il arrive. Je veux ce moment-là, mais tu comprends que sur la durée, si t'as pas ce sommeil, si t'as pas certains détails, ça peut être plutôt négatif. Du coup, maintenant, je préfère être flexible, moduler mon sommeil en fonction des heures à laquelle je me couche, tout ça. 5 heures, c'est mon standard, mais si je me couche très tard, je vais le décaler, tu vois. Parce que je sais qu'in fine, le sommeil est très important. Mais en gros, je suis entre 5 et 7 par nuit. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis dans ta routine, un peu à la Brian Johnson, et tu t'es dit, ah, il y a un avant-après, pour soutenir justement Ben, en fait, le concept de Miracle Morning, si tu fais des actions répétées tous les jours, le matin, la somme de ces actions à la fin de semaine, elle sera bien plus importante. Et du coup, ben, en fait, le fait de faire des choses que tu as envie de faire, mais que tu dis tout le temps, j'ai pas le temps, ben, le matin, tu prends le temps de les faire. Parce que c'est ton moment. Tu lis, tu médites, tu fais ton sport. Bon, aujourd'hui, je bosse beaucoup le matin et tous mes sujets importants, je les fais le matin. Il paraît que les heures où on est le plus efficace mentalement, c'est les 2 heures quand on vient de se réveiller. Mais j'ai aussi beaucoup l'impression, Max, que c'est très chimique tout ça et que c'est influencé par ton taux de cortisol. Et je te donne un exemple, moi j'ai un taux de cortisol inversé. Ok. Donc en fait, quand j'ai fait les mesures un peu pour regarder comment c'était foutu et comment c'était dispatché mon énergie, d'autant plus que je suis hyper active, donc je regarde beaucoup comment m'économiser. Mais en fait, je me suis rendu compte que moi, ma grosse perte de productivité, c'est le soir. C'est le soir que je me sens créative, c'est le soir que je suis productive. J'ai l'impression que je me réveille vers 16h. Et du coup, je trouve que l'influence du chronotype, elle est capitale dans ta productivité et que malheureusement, Miracle Morning, ça peut pas fitter à tout le monde. Je suis d'accord. Tu vois? Mais en gros, on pourrait dire... Miracle Routine. Miracle Routine, mais grave. Il faut juste se donner un temps bloqué. Qui t'appartient. Moi, c'est le matin. Ce qui est bien dans le matin, ce que j'arrive pas à me retrouver le soir, c'est que quand j'ai mes 3 heures le matin, je fais tout ce qui me plaît, tout ce que j'ai à faire d'important. Et ma journée après, elle déroule toute seule. Elle n'y a pas de pression. Et tu commences par ce que t'aimes. Exactement. Ce que j'aime et ce qui est important. C'est pas forcément mon administratif. Par exemple, je le fais parfois, si j'ai à le faire, je le fais le matin. J'aime bien faire ça, comme ça ma journée, elle déroule. Et puis, si j'ai des tâches importantes à faire, ok, j'ai une note, ça sera le lendemain, matin. Et comme ça, je suis libre. Et ma journée, après, c'est que du kiff. Comment tu tombes dans l'Aerox? Comment est-ce que tu découvres la course? Et comment est-ce que tu finis par rencontrer le fondateur? Je suis coach, du coup, après le Covid, où je décide, en fait, ma mission, ce sera d'aider les gens à comprendre ce que moi j'ai compris grâce à mon sport de haut niveau, grâce à mon accident. Et les bienfaits du sport, je les ai compris et je suis certain que je peux
les faire comprendre à d'autres. Tu te dis c'est l'école de la seconde chance. Ouais, Tu la ça y crées est, pour tous. c'est ça, c'est ma mission, c'est faire adhérer tout le monde parce que c'est de santé publique le sport et la pratique sportive. Du coup, je suis coach, un des coachs avec lequel je bosse, je vois en 2020 ou 2021 qui gagne une compétition d'un sport que je connais pas en Espagne. Je regarde, je suis, c'est quoi ce truc-là? C'est intéressant, tu vois. Il montre le format et il joue le format de la course. Je fais, c'est incroyable. C'est exactement ce que je fais, moi, en tant qu'athlète, Max. Intuitivement. Je fais tout le temps. Je m'entraîne, je fais des bootcamps, je fais de la course à pied, je fais de la muscu, je fais du crossfit. Je vais mettre assez pluridisciplinaire, mais il y avait, jusqu'à présent, aucun format de course qui réunissait tout dans un seul et même format. Et moi, en tant qu'athlète, je me dis, ça, c'est incroyable. Je fais du rugby toute ma vie. Moi, le dimanche, c'est match depuis toujours. Et depuis que j'ai arrêté, j'ai un peu ce manque de je m'entraîne, mais j'arrive pas à driver par un truc. Et faire que des courses à pied, c'est cool. Mais j'ai pas envie de faire que ça, genre. Et là, je tombe là-dessus. C'est en décembre 2021. 3 semaines après, je fais ma première compète à Maastricht. Je la fais et je fais, waouh. Ce truc-là, c'est ouf. Et je me rends compte qu'en fait, ça ressemble exactement à ce que je fais. Et ce que mes clients coaching font aussi. Et là, je dû réaliser un truc, je me dis, mais putain, mais au lieu de les préparer à faire des semi-marathons qui me demandent toujours ça, j'ai pas les compétences plus qu'un autre pour le faire. En fait, ce sport-là, je vais le préparer pour ça. Tu Donc, crées ta niche en plus, parce que là, tu te dis, au lieu d'aller sur des secteurs saturés ouais, où je vais être le 1000e CV ouais. de la pile, en Et fait, je suis je pas vais le être le meilleur en premier plus. coach Hyrox. Et j'ai pris ce parti-là. Ouais. Les gars, en fait, ce qu'on fait dans nos séances depuis 2 ans déjà, c'est exactement ce que la compète propose. T'as trouvé ta méthode signature. Mais en fait, j'ai trouvé signature, j'ai juste mis un nom. Et en fait, Hyrox est venu mettre un nom sur ce que tout le monde fait déjà. C'est pour ça que la croissance est dingue. Ouais. Qu'on n'a pas forcé les gens. On leur a juste donné une course qui ressemblait à ce qu'ils font déjà. Et qui rassemble les gens, parce qu'on se rend compte qu'il y a une hype autour justement du sport. Alors, il y avait déjà de façon un peu nucléaire les gens qui faisaient du golf, les gens qui faisaient du racing. Il y a toujours eu un côté très sectaire finalement dans le sport. Là, ce qui est intéressant avec l'Hyrox, c'est que tu crées un vrai mouvement. C'est limite un peu prosélyte, parce que toi, justement, hier, je dîne avec un copain et il me dit « Ah, mais Max, il m'a invité jeudi matin à m'entraîner. » J'étais là « Mais moi aussi, il m'a proposé la même heure. » Et en fait, je me suis dit « Est-ce que c'est ça ton point d'accroche pour rallier les gens ? C'est un peu de les faire goûter avec une séance d'essai où ils rencontrent des initiés, des nouveaux, et en fait, l'émulation se crée. C'est ta stratégie ? Tout à fait, depuis toujours. Mais ça, c'est avec Hyrox aujourd'hui, mais c'était le cas avec le sport en général. Quand j'étais coach, j'avais la mission de faire en sorte que le sport soit accessible à tout le monde. Une des premières barrières, c'est le prix. À Paris, le prix, ça peut être très vite très cher. Donc, quand j'ai commencé à faire des bootcamps dans Paris, au but de Chaumont notamment. Tous les samedis, c'était gratuit. Tu viens, tu t'inscris, c'est gratos. Et je paye le café à la fin. Quel était ton produit d'appel ? Moi, je voulais échanger, je voulais qu'on partage. Ça, j'adore. Et que peu importe le niveau, tous en viennent. J'arrive avec ma grosse enceinte et on faisait une séance de sport au but de Chaumont tous les samedis, c'est gratos. Mais j'ai pas fait ça en mode strat d'acquisition client. Pendant le Covid, t'es censé faire 15 heures en formation coach de cours dans une salle de stage. Covid, salle fermée. Donc, pas de stage. Donc, que des cours. Les gens de ma classe, ils sont ravis. Oh, ben, on a 15 heures à rien faire. Moi, j'ai dit, attends, les gars, j'ai 28 piges. J'ai 15 heures à faire. S'il n'y a pas, je l'ai créé moi-même. Donc là, je commence à envoyer un message. C'est en octobre, pendant le Covid, le dernier. J'envoie un message à 3 personnes. OK, je mets en place des bootcamps à Paris. Premier, c'est mercredi prochain à Montsouris. C'est 5 balles. 3 personnes qui viennent. OK, premier cours, octobre. Et là, je fais, oh, trop bien, j'étais stressé. Qu'est-ce que je vais leur faire? Ah ouais, pour 15 €. Mais tu t'es dit... Pour 5 €. Oui, mais en tout, 3 personnes. Ouais. Mais parce que, bien un sûr. CA de 15 € quand même. Exactement. Et surtout, je me dis, mais attends, parce que j'étais stressé, j'étais en formation, je voulais faire la meilleure séance, l'échauffement 7 minutes, le corps de séance, au calme, enfin, le truc un peu ouf, avec la musique, machin. Et en fait, je kiffe ça. Et j'étais en formation, donc trop bien. Et les gens kiffent. Et il n'y a pas de salle de sport. Donc en fait, je devenais un rempart à la pratique sportive à Paris. Et les autres coachs l'avaient compris aussi. Pas tous, mais en partie. Il y a eu d'ailleurs un énorme envol communautaire des coachs social media qui filmaient leurs entraînements. Exactement. Et du coup, je vais créer ma première séance à Montsouris. Du coup, Instagram, trop bien. Je poste ça, et puis ça reposte. Et du coup, en octobre, on est 3. Je me retrouve en janvier à faire 60 heures de coaching par semaine. J'ai du monde partout. Donc tu convertis, comment tu convertis? Parce qu'il y en a plein qui sont peut-être coachs sportifs qui nous regardent aujourd'hui. C'est un métier dur. Il y a quand même beaucoup de coachs de façon générale. Comment est-ce que tu transformes? Réseau,
Ouais. déjà, Bouche premièrement, à oreille. bouche à oreille. Deuxièmement, j'ai essayé d'identifier parce que j'ai vraiment connu une croissance et quand je voyais les gens de la classe et même à la sortie, je faisais ce que personne ne faisait. Et j'ai eu un nombre d'élèves assez rapidement et je m'en suis très bien sorti rapidement. J'ai fait un petit benchmark très simple au départ. Je regarde un coach à Paris. Un coach, à quoi il ressemble? Déjà physiquement, ça ressemble à quoi? On peut très vite sortir un stéréotype du coach, tu vois. Un coach, c'est un jogging Nike, ça a des belles chaussures Nike. Tu vois que c'est très sportif, c'est très grand, très carré, la coupe un peu pompier, enfin, tu vois, sans offense aux pompiers, c'est juste, mais juste très court, très carré et Ouais. classique, sportif. On voit que les mecs sont des sportifs. Ouais. Je me dis, ok, les vêtements d'un coach sportif, généralement, c'est toujours les mêmes. Tu reconnais un coach. Une fille coach, tu la reconnais. Un mec coach, tu Ah le vois ouais, je direct. savais pas. Moi, je les Ok. vois direct. Et On mettra des illustrations. ouais, leggings, chaussettes blanches qui dépassent, et les mecs pareil. Donc je dis, ok, je prends le parti d'être un peu différent. Ouais. Donc grande moustache, pantalon en velours, je mets des Crocs. Vraiment, tu peux pas comprendre que je suis coach. Ouais, t'es un hipster berlinois, quoi. Un peu ça, vraiment. Mais c'est clairement le parti que j'ai pris. Mais pour autant, j'étais un sportif de haut niveau. J'avais fait 20 ans de rugby à haut niveau. Je m'entraînais tous les jours. Je faisais des compètes à Aerox tous les week-ends. Donc, j'étais quand même un sportif entraîné, tu vois, et régulier. Donc, les gens, ils voient quelqu'un d'un peu différent, ça sort un peu du lot, plutôt cool. Je suis pas militaire dans l'approche et j'ai pas envie de faire la plus dure séance de l'histoire. Je veux juste qu'on se marre pendant 1 heure. Donc, la musique, c'est Céline Dion, c'est que des sons à l'ancienne, que des sons disco. Ok. Et genre, je dis, les gens ont 1 heure. Ils me payent pendant 1 heure pour évacuer un peu le trop-plein qu'ils peuvent avoir ailleurs. Donc, il faut que cette heure-là soit cool. Je suis pas coach de sportifs de haut niveau, je suis coach de tout le monde. Donc, il faut que ce soit accessible à tous. Tout ça mis en place, je pense que le bouche-oreille est hyper bien passé, j'ai une gueule qui passe bien, et voilà, ça fait comme ça. Et en fait, je termine ma formation de coach, là où tous les coachs sont sur le marché, en mode, bon, il me faut des heures pour aller travailler, maintenant ça commence. En vrai, moi, j'étais en train de redonner des heures à d'autres de mes collègues de classe, parce que j'avais trop de demandes. Donc, t'as toujours eu le côté très brand, finalement, de tout de suite créer un concept. Mais fort. ouais, mais c'est brand, pas en voulant créer absolument une brand, c'est juste en réfléchissant Ouais. à Comment réunir. comment réunir, comment est-ce que ça marche, comment je suis efficace. Quand je parle de bon sens, c'est un moment, tu observes les choses. J'ai pas été plus intelligent qu'un autre, j'ai juste regardé ce qui se faisait, ce que les gens voulaient, et j'ai essayé de comprendre comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice avec ma personnalité, avec mes skills à moi. Et après, faut pas avoir peur de donner aussi beaucoup. Parce que c'est tout ce que j'ai fait au début. Les cours avec moi, c'était 5 à 10 euros par personne. Ouais. T'as pas ça dans Paris. C'est ça, Tu j'ai t'es pas pas dit, ça compté. dévalorise mon travail, il faut que je mette toujours tout de suite des tarifs hauts. Non, Tu t'es dit, non, ok, je donne d'abord. ouais. Par contre, j'ai eu des retours d'autres coachs. Ouais. En comme quoi, tu es le marché. Et ce que je comprends aussi. Mais moi, le truc, c'est, les gars, je vais pas mettre un coaching à 40 balles. Je suis pas coach. Je suis en stage, là. Là, j'apprends. Il y a pas de salles de sport qui sont ouvertes pour moi. Donc, je fais mon propre stage tout seul. Et c'était ça, mon truc. Ça s'est bien passé. Ça a grimpé. Mais je coachais de 6h à 8h le matin. Je suis allé en cours. Le midi, je coachais. Je terminais à 18h. J'allais coacher le soir. Et c'était ça de lundi à dimanche. J'avais qu'une envie, je kiffais tellement. Et en plus, à coup de 10 balles, ça faisait quand même... Ça faisait son chemin. Ça faisait son chemin. Ouais. Et je me suis dit, putain, c'est la folie, en fait. Ma boîte s'est créée comme ça. J'ai continué comme ça. J'ai juste dit, maintenant, je suis coach. Donc, à partir de septembre, les tarifs à 5, 10, 15 euros, c'est plus possible. Les tarifs vont augmenter. Je peux vous garder, mais par contre, il va falloir comprendre que ça passe au-dessus. Et j'ai gardé 80% de mes élèves. Et ça, c'est une stratégie marketing. Ça s'appelle le dumping. Ok. Et en fait, l'idée, c'est de commencer avec des prix très bas pour attaquer le marché. Et puis, en fait, tu crées de la rétention, tu crées un appel d'air de plein de gens qui se disent, ah, 40 euros de l'heure, c'est pas pour moi, mais en fait, une fois qu'ils y ont goûté, tu te dis, finalement, si, j'ai envie de continuer. Et en fait, tu leur mets le doigt dans l'engrenage. On pourrait dire, c'est la politique du dealer. C'est tu commences avec, tiens, je te fais goûter, t'as une petite dose. Exact, Et derrière, en fait, c'est assez, finalement, intuitif. Oui. Ça t'est venu comme ça en fait, je propose un galop d'essai, en même temps, j'apprends, et tu co-crées cette offre. Et tu me disais, les premiers Aerox, t'emmènes très peu de gens, et puis, petit à petit, la sauce commence à prendre. J'emmène personne, hein. C'est pendant 1 an et demi, j'emmène personne. Ouais. Parce que je fais une compète de sport que personne ne connaît, qui demande à courir, qui demande à faire des burpees, et qui demande à faire, à pousser des chariots, tirer des chariots, dans des hangars, en Allemagne.
Si tu veux, le projet de base, il est Ouais. pas attractif, tu vois. Donc, j'ai essayé d'amener du monde. Et en fait, je suis quand même construit pendant toutes ces périodes-là. C'est que moi, j'y allais. Je documentais ça sur mon Instagram. Donc, Mhm. mes élèves et les gens voyaient. Ok. Et genre, mais c'est quoi ce truc-là? Et les gens voyaient ça en mode, c'est fun, mais j'irais pas le faire. C'est fun, mais c'est encore un truc de Mongolien. Ils sont, enfin, tu vois. En même temps, tu vas pas à moitié quand on regarde aussi tes Ouais, performances ouais. à toi. On peut pas se dire, bah tiens, c'est Ah non, pour moi. ah non, mais en effet, si on me regarde comme moi, on Ouais. peut se dire ça. Mais si on regarde les profils des gens qui viennent, Mhm. c'est incroyable. Maintenant, oui. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bon, en fait, c'est trop bien. Il va falloir que je change mon fusil d'épaule pour vendre ce week-end-là à des gens. Et ce sport-là. J'avais commencé, je faisais du coaching à une boîte pendant des mois. Toutes les semaines, je faisais bassiner avec Aerox. À un moment, ils me disent, bon, Max, c'est bon, t'es chiant. On va aller. Il y a Je une craque. compète à Barcelone en mars. On Ouais. est en fin décembre. On va la faire. On est 3-4, là, on part. Et trop bien. Je m'occupe de tout. Je réserve une villa. On va se faire un week-end de ouf, machin. Et en montant ce projet à 4, je me dis, mais en fait, ce que je suis en train de monter, c'est hyper cool. Tu pars à Barcelone, dans une villa de ouf, pour faire une compète. Trop bien. Manger des tapas, faire la teuf, tout ça. Y rentrer, t'as un week-end ouf. Et du coup, je fais, bah, ok, vas-y. Ce week-end-là, je vais le marketer à mes élèves. Ok, on va à Barcelone. La course, c'est le samedi matin. Samedi à midi, on a terminé. À 13h, on est en terrasse, on mange Ça des devient une tapas. aventure, quoi. C'est une aventure. C'est un week-end, tourné autour du sport, mais c'est un Ouais. week-end. Je fais un petit texte, tout ça, bien comme il faut. J'envoie ça à tout le monde. Et là, la sauce prend. Et là, c'est pas 4, on part pas à 4, on part à 35. Il y a 35 personnes qui me disent stop. Qui disent, ok, on est chaud. J'arrête les inscriptions, je fais, ok, Ouais. d'accord, bon. Grosse villa. Ok. Et là, je cherche les villas. Ouais. Des villas à Barcelone pour 35, il n'y a Ouais. pas. Donc, ok, je prends un hôtel. Je lui dis, bon, je vais faire quoi? Je vais réserver un hôtel en leur disant, écoutez, en 35, en économie d'échelle. Et là, je me rends compte que le prix à 200 balles la nuit, ils me le font à 120. Je suis trop bien. Donc, en fait, je vais faire tour opérateur, Ouais. gratos. Mais c'est un super upsell pour les coachs. Il y en a de Ouais. plus en plus qui lancent des retraites. Mais évidemment. Parce que c'est vrai Ouais. que c'est- Et ça, mais c'est ça. Et du coup, j'ai un hôtel, j'ai un week-end, j'ai une compète. Je dis, ah, trop bien. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on a un nom de groupe, tu vois. L'aerobic capacity, c'est le nom des cours que je donnais, à des classes que je donnais. Et je dis, putain, on a un petit groupe, machin, on va faire aéro gang, tu vois. Pour ça, ok, c'est bon, valide. Il faut un t-shirt, il faut un logo, il faut un truc. Donc, je demande à un pote qui graphise, fais-moi un logo, tu vois. Ce qui serait encore mieux, c'est que sur place, on est un vidéaste, un photographe qui immortalise tout ça. Je me retrouve à emmener 35 personnes avec un nom de groupe, un hôtel, un t-shirt, un logo, chacun leur truc, Et un film. et un film. Et donc, dans le même hôtel. Et on se retrouve le vendredi soir sur le rooftop de l'hôtel, à moi faire un briefing technique à tout le monde parce que personne ne l'avait fait, il n'y avait que moi. Moi, j'en avais fait déjà 10, mais eux, ils n'avaient jamais fait. Évidemment, le lendemain, on fait la compète, tout le monde se régale, week-end de ouf, on fait la teuf le soir, trop bien. Le dimanche, on repart, on va à l'aéroport de Barcelone, et c'est là où le hasard est bien fait. On est assis, on n'a pas beaucoup dormi, c'est compliqué, on attend l'avion, machin, et là, il y a un mec qui passe, et évidemment, je le vois passer, je fais, oh putain, les gars, c'est lui qui a créé Aerox. C'est lui le fondateur, celui-là. Et le mec s'assoit un peu plus loin. J'ai un pote dans le groupe, 35, forcément, il y a un des mecs qui le connaît. Ouais. Il lui parle, il me regarde, il me fait, hey Max, viens voir. Et là, je fais, il faut vraiment que j'aille le voir, là, après avoir mis 2 heures cette nuit. Avec la laine de whisky. Ouais. Et donc, j'y vais, et salut, bonjour Christian, c'est Max, machin. Et là, il me fait, ah, c'est toi le Frenchie. Je fais, ouais, pourquoi, non, on parle beaucoup de toi depuis des mois et tout. Tu vas partout en Europe, tu parles de Aerox partout, à tout le monde en France et tout. T'as ramené 35 personnes. Et le mec est fier de ça parce qu'il y a 2 ans et demi, Aerox, c'était rien en France. Et en Europe, c'était pas aussi gros que maintenant. Il se dit, c'est qui cet ambassadeur de ouf? Mais oui, et il se fait dit, tout le taf. en fait, il a créé un sport. Ouais. Son but à lui, c'est qu'il soit développé au maximum comme il est maintenant. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, voir un mec qui avait adhéré à son projet et qui était juste comme un dingue dessus, il s'est dit, putain, mais incroyable, tu vois. Et du coup, il me dit, écoute, c'est simple, je prends l'avion comme toi, et je vais à Paris, là, avec ma femme. Si tu veux, demain, on se voit dans ta salle de sport. Ok, rendez-vous à 10h lundi, avec le fondateur qui vient dans ma salle de sport. Et je fais, ah ouais, d'accord, bon, bah, ok, donc là, il se passe quoi? Donc, Ouais, toi, c'était ta star, c'était Céline Dion. Ah oui, c'était mon vraiment, mais vraiment. C'est comme si l'enfant était assis au cinéma et qui passait derrière la caméra, tu vois, ou qu'il avait la chance de parler au réalisateur. Et là, il me parle, ok, on se parle en 2 heures, on boit un café, tout ça, et il me dit, raconte-moi ton histoire et tout. Je lui dis, voilà ce qui m'est arrivé, ma passion du sport, comment j'aime réunir les gens. Aerox, c'est le petit parfait pour que les gens puissent
se réunir, faire des week-ends, tout ça. Il dit ok, d'accord. Bon, il prend le numéro, il est sympa, il est poli. On se quitte là-dessus. Mars 2023. Entre-temps, moi j'ai eu pas mal de réseaux à Paris parce que je jouais longtemps au rugby à Paris, donc j'avais du réseau. Je l'ai mis en relation avec 2-3 personnes. Parce que l'histoire, c'est que à ce café-là, moi je lui dis écoute Christian, si jamais tu as envie de développer le sport en France, et que tu as besoin de gars pour t'aider à, je sais pas, à monter des tribus, à faire de la main-d'œuvre, peu importe, je voulais absolument prendre part au projet, n'hésite pas à me demander, moi je suis là pour t'aider, tu vois. Mais j'ai jamais imaginé que j'aurais pu être à la tête de tout ça. Il se trouve que 2 mois après, il m'envoie un message, il me dit bon Max, on est prêt à développer le business en France et le sport, on a besoin d'un mec pour le développer. Et on veut un mec comme toi, si t'as envie. Et là, je suis en coaching, je regarde mon téléphone, c'est pas bien, faut pas le faire. Attends 2 minutes, Brenda. Ouais. Au bout de 90 burpees. Là, je fais, vas-y, il en reste 6, là. Enfin. Et là, je fais, ok, on s'appelle demain. Ça mouline un peu, et là, on s'appelle, et il me dit, bah, écoute, Max, on est prêt. On a besoin de quelqu'un qui développe la marque en France, qui organise les premiers événements, tout ça, et on pense que t'es le mieux placé pour ça. À l'origine, à la base, je suis qu'un coach, tu vois. Ouais. J'ai fait des études, mais quand il me rencontre, il va un coach passionné, qui sait parler, mais il va un coach. Et ce truc de dire, quand t'es petit, une start-up, elle peut faire confiance à des profils, non pas par leurs Compétences, mais leur envie, tu vois. Ouais. Un mec qui est passionné de ton produit et qui a qu'une envie, c'est qu'il se développe, bah, ce mec-là va trouver toutes les façons pour le développer, tu vois. Mais c'est la courbe d'apprentissage aussi. Je pense qu'il a vu en toi que Oui. tu avais une capacité de travail, d'exécution, une Et passion. Et aussi, la passion, c'est contagieux. Donc, c'est un Exact. job communautaire qui t'a proposé. Exactement. Pas besoin de diplôme pour ça. Pour le coup, oui, Ouais. c'est sûr. Mais pour organiser un événement, il faut pas de diplôme parce qu'a priori, je l'ai Ouais. fait. Et encore, la passion a permis d'aller chercher des ressources en Oui. moi qui... Mais t'avais fait du business un peu, Max. T'as pas fait une école de commerce? J'ai pas fait une école de commerce, j'ai fait un DUT. J'ai Ok. une licence éco-gestion et après un master dans la promotion immobilière. Mais t'avais quand même un bagage business. Oui, Ouais. je l'avais, c'est sûr. Aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai appris à l'école, que je pensais ne jamais réutiliser, j'ai que des flashs. Et mon directeur d'école et ma directrice m'ont invité à déjeuner il y a 2 semaines et je les ai remerciés. À l'époque, j'étais pas le plus grand des étudiants. Ils auraient pas parié sur toi? Ils auraient jamais parié sur moi. Ah ouais? Jamais. Mais tu devais quand même être un peu déjà la coqueluche. T'avais ce côté-là. Non, mais on était dans un rugby dans une classe et c'était Ok. la foire, c'est celui qui faisait le plus de bêtises dans la classe. Tu vois. Ils t'ont dit quoi? Très fier. Et non, mais là, ils veulent que j'aille faire des confs. présentations devant les étudiants, tu vois. Bien sûr. Et c'est trop bien, parce que je me dis, putain, s'il y avait des profils inspirants comme ça à l'époque, qui étaient venus nous parler, et si je leur dis, les gars, en fait, tout ce que vous voyez là, à l'époque, c'était pas concret, mais aujourd'hui, c'est concret et c'est cool. Et du coup, il a vu ça en moi. Si on revient sur la question de départ, il m'a demandé de prendre les rênes d'un projet national, d'une marque, d'un sport. Beaucoup de gens à qui je le raconte me disent, mais mec, t'as pas eu peur? Tu connais rien, tout ça. Et j'ai dit, bah en fait, non. Non, le mec, il me demande, c'est-à-dire qu'il pense que je peux le faire. Aussi, tu me racontais, après ton accident, tu t'es fait une promesse. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? De jamais dire non. Ce qui peut être mal interprété parfois. Ouais, oui. De plus dire non par peur, en fait, par anxiété. Ouais, c'est t'y vas, et la pensée limitante, c'est de dire non, je suis pas capable de le faire. Et ça m'en fout aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de partager, c'est tu n'as jamais fait quelque chose, ne pars pas du principe que tu n'es pas capable. Fais-la et vois où tu vas. Et parfois, on se rend compte qu'on peut aller mais tellement loin. On se rend pas compte. On n'a jamais atteint nos limites. Et je suis encore en train de les chercher. Jamais j'aurais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui. Jamais j'aurais pensé être capable de le faire. Mais je me suis juste dit, ok, j'y vais et on verra. Et qu'est-ce qui s'est passé après alors? Et qu'est-ce qui se dit aujourd'hui, Christian? Christian, il est relativement content. Ils sont associés, ils sont 2. C'est Maurice et Christian. Et j'ai eu Maurice en ligne la semaine dernière et on était avec l'équipe journal en call et il a dit la France est un des plus gros marchés mondiaux à Aerox. Ça donne quoi en chiffres, Max, quand on parle de réussite pour ceux qui nous écoutent? Tu prends la marque, à quel endroit et où est-ce que tu l'emmènes? Je prends la marque avec... en 3 ans, c'est ça? Donc 0 événement en France. Ouais. L'origine de Aerox, c'est l'événement. On fait des events sportifs partout en France. La strate de base, je me suis dit, on fait un événement en 2023, 2. On en fait 3 en 2024, 4 en 2025 et 5 en 2026. À 5 par an, on serait bien. On en fait 2 en 2023. On en fait 5 en 2024. Donc, on est arrivé à la strate finale en 2 ans. Et là, en 2026, exclu, on en a 6 de prévus. L'autre partie chiffre, c'est que nous, c'est du sport, des events. Ouais. Mais
le cercle vertueux de Hyrox, c'est que demain, tu t'inscris à une compète qui a lieu en octobre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'entraîner. Où ça? Dans des salles partenaires. Licensing. La salle partenaire Ouais. entraîne pendant 6 mois un athlète qui vient à la compétition. Et comme il kiffe ça, parce que c'est cool, il retourne dans sa salle derrière, il se réentraîne pendant 6 mois. Et on fait des compètes et des compètes. C'est un cercle vertueux. On avait 12 salles affiliées en 2023, en août. On est à 540 aujourd'hui. Les 12 salles, au départ, j'ai dû envoyer des mails, j'appelais, je passais 4 à 5 heures par jour. Je m'étais fait un Google Calendar, Booking, j'envoyais mes dispos, prenais un quart d'heure et je faisais 15. Les gens étaient, qu'est-ce que ça peut porter à notre salle de sport? C'est quoi la différence avec le CrossFit? C'est quoi ci, c'est quoi ça? C'était quoi le trigger pour aller se faire distribuer? Ils avaient un mec au téléphone, ils vendaient pas un produit, en fait, ils te parlaient d'un truc qu'ils vivaient. Je vivais un truc et je leur dis, les gars, il faut absolument rentrer dans la danse. Parce que maintenant, si vous rentrez maintenant, je vous jure que vous allez vivre un truc de fou. Du coup, tu leur montrais en fait l'appel d'air que ça allait créer vers leur salle parce que tu avais la puissance de la communauté. Et parce que moi, j'avais créé la même communauté à Paris déjà. Ça les a fait réagir. Les autres, en fait, il y a un effet de réseau. J'ai été un des précurseurs à Paris dans cette création de communauté intra-salle de sport. Donc, quand je le vendais après, je le vendais un truc que j'avais créé déjà, donc je savais de quoi je parlais. Le groupe Aerogang, aujourd'hui, c'est 300 membres. En fait, les gars, c'est que vos cours, que vous appelez aujourd'hui aérobic, que vous appelez fit, que vous appelez bootcamp, faut le rebrander Hyrox, et les gens, parce qu'ils vont vouloir venir à la compétition, vont aller vers les salles qui sont affiliées parce qu'ils voudront s'entraîner spécifiquement pour ça. Et du coup, pendant 1 an, je passais 5 heures par jour à faire des calls. Et ça a marché. Il y a qui dans la team, Max? Et qui gère quoi? Le JB qui gère les affiliations. Donc, c'est lui qui a fait passer un gros gap aux affiliations. On a passé le cap des 500 en décembre. 500 salles en France affiliées. Voilà, qui sont affiliées. Donc, qui payent du coup un membership, exactement, un annuel. membership fee à l'année. Annuel ou mensuel d'ailleurs. Ok, d'accord. Pour pouvoir utiliser le nom Hyrox et être répertorié sur le site et vos réseaux. Et au-delà d'être répertorié, nous, ce qu'on veut, c'est la démarche, c'est pas on te vend un produit et tu débrouilles. C'est nous, on te vend un produit, mais derrière, on t'accompagne. Donc nous, on met une prog quotidienne en place sur une plateforme. On offre une formation au coach. Pour qui, en fait, on veut absolument, dans cette logique de cercle vertueux, que les gens, quand ils vont dans ça affiliés, les coachs qu'ils reçoivent soient calés sur la course. Et parce que c'est une course, il y a des pénalités, il y a des règles. Et si tu as un coach qui ne connaît pas ça, ça va un peu desservir la cause et la salle de sport en question. On a Héloïse qui est sur la partie marketing et com, elle coordonne l'agence de social media, le vidéaste qu'on a à temps plein. Les newsletters aussi. Côté marketing, elle est plutôt dans les ventes de tickets de produits sportifs aux sociétés, tu vois. Elle met en place des partenariats, elle gère avec les partenaires actuels. Les sponsors? Sponsors, partenaires, c'est sponsor pour moi. D'accord. C'est quoi vos partenaires? Et comme c'est trop. Au global, dans le monde, on est quand même présent dans 28 pays. Red Bull, Center, c'est l'équipementier. D'accord. Puma, MyProtein. Et le dernier, c'est celui-là. Donc ça, c'est des partenariats Max. Et vous êtes un peu country manager et du coup, vous récupérez un peu les modalités de ce partenariat et vous les déclinez à l'échelle France. Nous, la strate globale, c'est qu'en fait, on veut absolument que chaque événement dans le monde offre la même expérience. Quand tu vas chez Apple à New York, tu vas dans le même Apple à Paris, ce sont les mêmes. L'expérience est la même. Nous, c'est pareil. Ça t'inspire beaucoup la stratégie Apple. Tu me disais que Christian, c'était un peu le Steve Jobs du sport. Ça, c'est moi qui le pense et je lui ai dit qu'il était le Steve Jobs du fitness parce que pour moi, il a créé un sport, une discipline. Et quand je dis ça, c'est parce que Hyrox, aujourd'hui, ça éclate de partout. C'est une croissance qui est incroyable pour la simple et bonne raison, c'est que le besoin auquel Hyrox répond était déjà là, mais qui n'était pas comblé. C'est un besoin qui était sous-jacent, qui n'était pas clairement exprimé, mais qui était là, tu vois. Donc, quand tu te mets à faire l'Hyrox, la première chose que je me dis, c'est « mais pourquoi j'ai pas fait ça avant ?» Et je compare souvent, ça fait rire, mais je donne cette image, c'est comme si pendant des centaines de milliers d'années, tu avais mangé avec une cuillère et un couteau. Une cuillère pour manger, c'est très bien. Un couteau, c'est très bien pour couper. Puis il y a un mec un jour qui arrive et qui dit « regarde ce que j'ai inventé, c'est une fourchette. » Et tu dis « ah, c'est pas con, c'est intéressant pour prendre les aliments à la fourchette. C'est bien plus pratique que ton couteau, que ta cuillère. » Elephant in the room, disent les Américains. Voilà. Ça se voyait et pourtant, c'était tellement évident. On n'a jamais payé de communication, de marketing, de com. On n'a rien payé depuis l'ouverture de... Pas d'influenceurs. C'est vrai que sur ton Insta, on voit des Thibaut InShape. Ils viennent tout seuls.
Ils viennent C'est eux tous. qui viennent chercher ta marque Exactement. parce que c'est le phénomène et ils veulent être affiliés à ça. Et parce que le sport, c'est cool. C'est du sport, c'est pas un produit, c'est un mode de vie, c'est un Ouais. lifestyle, tu vois. Qu'est-ce qui a changé dans le regard des gens, Max? Tu me disais hier, il y a des choses avec l'exposition qui te sont arrivées et que Ouais. tu n'avais pas tellement anticipé. Tu te rends compte que les gens sont gentils. T'as des amis partout. T'as Qui des amis poussent. partout qui poussent. Quand on me connaît, j'ai beaucoup d'amis qui arrivent parce que pourquoi être méchant avec quelqu'un qui est gentil? Je Ouais. suis pas méchant, dans le fond. T'as eu des copies ou des gens un peu déloyaux qui se sont inscrits à tes entraînements et où t'as senti qu'ils te voulaient pas du bien? Non, jamais. C'est pas du bien, mais tu sens quand c'est sincère ou pas. Ouais. Ou opportuniste aussi, Voilà. quand tu disais on est gentil, mais Oui. tu sens qu'il y a une demande qui va Voilà. venir. Ça arrive, tu le comprends très vite. Et Comment tu le gères? après, il y a une façon de faire. Il y a demander quelque chose de façon frontale et développer des relations qui t'amènent vers ce genre de choses-là. Et parfois, c'est intéressant aussi. Moi, j'y trouve mon compte. Et de manière générale, mon statut m'a rendu un peu plus intéressant vis-à-vis des gens, mais dans le sens où tu as aussi des profils hyper intéressants qui viennent vers moi. Des intéressés, tout ça, ça arrive, mais c'est une broutille. C'est surtout des gens hyper intéressants. L'histoire du Yes Man, par exemple, j'écoute un podcast de Mathias Dandois, qui est 10 fois champion du monde de BMX. Il y a 3 semaines, on fait un entraînement à l'INSEP à Vincennes. Moi, j'organise ça avec un pote d'enfance qui est préparateur physique depuis 10 ans là-bas. Et on dit à Mathias, est-ce que t'es intéressé? Mathias, c'est simple, s'il a son emploi du temps qui est vide, il va dire oui. C'est un Yes Man. Et c'est ça le truc. Je connais pas, ok, intéressant, j'y vais. Et du coup, j'ai accès à des mecs comme ça. Ce matin, on s'est entraîné avec des sportifs médaillés olympiques. Tu vois, regarde, je suis ici à raconter mon histoire avec toi et tout ce que tu as vécu avant. C'est juste incroyable. Et est-ce que parfois cette exposition, la sursollicitation te donne un peu des vertiges? Parce que finalement, c'est aussi arrivé comme une traînée de poudre. Tu as un statut qui croît, tu as une équipe qui grandit, il y a un chiffre d'affaires qui se dimensionne, il y a des gros sponsors quand même qui vous regardent et même si tu as le sourire, j'imagine que parfois les sponsors, forcément ils mettent un certain type de pression, parfois c'est très inflexible. Il y a des formes de charge aussi dans ton métier, dans tout ça, ça vient avec son lot de difficultés. Ouais, sans aucune pression. Jamais. Jamais. Je comprends les enjeux, il n'y a pas de pression. On me dit pas, il faut ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que, parce qu'aussi on est au début de l'aventure, on me laisse une marge de manœuvre qui est absolument incroyable. Là, on est encore en train de tester le concept, de voir comment il fonctionne, en train de le structurer. Mais il y a un moment où on va arriver à une certaine maturité et que là, il y aura besoin de mettre des chiffres en face des investissements qui sont faits, il va y avoir les contrats qui sont en place. Et à ce moment-là, peut-être que la pression, elle va arriver. Mais moi, je suis persuadé que comme on est dans une sphère sportive, on est dans cette espèce de communautarisme. C'est un mélange. Tu ne veux pas être trop précis. Il faut englober beaucoup de monde. Quand tu crées de la trend, comme les sponsors Puma, par exemple, tu as des actions évidemment à être en place, mais l'événement lui-même est une action. L'événement est le support parfait pour un sponsor, tu vois. Donc déjà, ça, c'est bien. Ma pression qu'on me mettrait éventuellement, c'est de faire un événement parfait, tu vois. Ouais. Mais cette pression-là, c'est moi qui le veux. La pression du remplissage, la peur de pas vendre, est-ce que tu l'as eu ou tu l'as encore à certains moments? On l'a eu. Au début, évidemment, on était là, on scrutait les ventes, quand est-ce qu'on va vendre nos billets. On était en mode, on doit les mettre à quel moment, l'ouverture de la billetterie, quelle vidéo on va faire Instagram, pour essayer de faire en sorte que la mayonnaise prenne. Et aujourd'hui, on n'a plus vraiment ce souci. On a le souci de gérer la frustration de ceux qui n'ont pas de billets parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Problème de riche. Problème de riche. Mais problème. Ouais. Parce que si je prends 3 bâches parce qu'il n'y a plus de place d'affilée, c'est chiant. Et c'est vrai que même au dîner où on s'est rencontrés, il y avait quelqu'un qui disait « D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une place. » Et j'imagine la chance. J'ai 3 dômes par jour. Tu fais quoi dans ces cas-là? Waitlist? Liste d'attente? Oui, je peux rien faire. Et moi, je réponds plus, à vrai dire. D'accord. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Je pense avoir 35 messages WhatsApp par jour. Ah, quand même. Facilement. Et je réponds de façon régulière. D'inconnus? Des messages d'inconnus? Non, en général. Mais c'est-à-dire que j'ai de la sollicitation. Tu peux pas répondre à toutes les personnes qui te demandent une place parce que, en fait, à un moment, si tu dis oui ou non, ça engrange une réponse et si et ça. Et t'as LinkedIn. Je reçois des CV tous les jours maintenant. Faut dire que t'as une team aussi de 900 bénévoles. Au Grand Palais, des événements. C'est quand même, ça donne le tournis. En termes de management, c'est... On a une personne qui... Une seule? Une seule. Le pire poste de la Terre. Il adore ça, il adore ça. Ah ouais? Ouais. Comment t'as recruté tes top profils? C'est grâce à ton réseau? Héloïse, qui est en marketing, par exemple, c'était une de mes élèves dans la salle de sport. Okay. Et elle bossait pour Puma. Enfin, une agence qui gérait l'image de Puma. Ok.
Donc c'était assez. Tu l'as débauché? Je lui ai demandé si elle était intéressée de venir. Elle a dit oui, pourquoi pas. Océane, elle gère tout ce qui est service aux athlètes, les tickets, le service sur place, tout ça. Tous les étés, elle a été hôtesse sur des yachts de luxe dans le sud. Et tous les étés, Christian fait une petite semaine poker avec ses potes sur un yacht de luxe. Christian rencontre Océane sur le même bateau. Ouais. Il dit je suis en train d'ouvrir mon business en France, on cherche quelqu'un pour accompagner notre country manager, et donc il a demandé à Océane de prendre ce poste-là. Christian, il est comme ça, c'est un instinctif. C'est un instinctif. Et du coup, Océane et moi, on a commencé ensemble. On a commencé un des trois. Ouais. Donc en gros, grosso modo, ta façon de recruter, c'est ton réseau et aussi un petit peu les hasards de la vie, et Bien puis sûr. aussi, j'imagine, le réseau étendu, les coachs, les gens, le bouche à oreille. C'est quoi ton rêve aujourd'hui, Max? J'aimerais bien, pour finir, te poser cette question. Parce que toi, aujourd'hui, du coup, tu développes Hyrox France, mais il y a aussi toi, finalement, ta marque personnelle qui se développe via ce mouvement. Mais est-ce que tu te vois pour toujours avec Hyrox? Qu'est-ce que tu as envie pour la suite? Moi, ce que je veux aujourd'hui, je suis dans Hyrox, c'est le projet. Et le projet, il en est qu'au début. Et j'ai la chance d'avoir été pris pour développer ce projet en France, donc d'être dans une machine que beaucoup n'ont pas l'occasion de toucher, tu vois, être dans ce genre à l'initiative en France d'un projet mondial. C'est un momentum. Et qui carrément crée une nouvelle trend. On crée un sport. Le fitness racing, c'est un sport. Mon goal à moi, premièrement, c'est qu'en Hyrox, où le fitness racing deviendra sport olympique. Et là, j'aurais fait quelque chose de bien. Tu passeras des buts de Chaumont aux Jeux Olympiques. T'imagines? Non, mais là, on est au Grand Palais. Ouais. Le Grand Palais. Pour finir, l'histoire du Grand Palais, c'est très drôle. Christian, quand il m'embauche, il dit Max, quand j'ai créé ce sport, c'est pour un jour être dans des lieux emblématiques tels que le Grand Palais. Ok, Christian, ça marche. Je prends ça en tête. Et je lui ai fait comme cadeau d'anniversaire le Grand Palais en avril prochain. Qui est complet, déjà. Qui est full, depuis longtemps. Bravo, Max. Merci de nous avoir partagé tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite? LinkedIn, Maxime Villalon. Réseau social préféré? Je l'utilise de plus en plus. On me donne des conseils dessus. Non, c'est pas vrai. Et Instagram, Max Villa avec 3 L. On mettra tout ça en ligne. Merci Max d'être venu. Merci à tous. Vous pouvez aller inonder sa messagerie sur LinkedIn pour tester, voir s'il répond. Sur Instagram, où il est déjà très présent, vous pouvez le voir passer en story crapahutant avec Louis Marty et d'autres invités que j'ai eu la chance de recevoir dans le podcast. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.